Savez-vous quelle a été la chose la plus satisfaisante que j'ai jamais faite dans ma vie? C'était de voir le désespoir dans les yeux de mon mari quand je l'ai laissé seul avec sa belle-mère alitée et que je suis sorti par la porte avec mes valises. Mais laissez-moi revenir quelques heures avant ce moment glorieux, pour que vous compreniez pourquoi une femme de 55 ans, qui avait toujours été considérée comme un exemple d'épouse dévouée, a pris la décision la plus radicale de sa vie par un matin froid de novembre à Lyon. J'étais en train de nettoyer le vomi de ma belle-mère pour la 3e fois de la journée quand j'ai entendu Pierre parler au téléphone dans le couloir. Sa voix était différente, douce, affectueuse, pleine d'une tendresse que je n'avais pas entendue diriger vers moi depuis des années. Oui, mon amour, je sais que c'est difficile de garder cela secret. Non, elle ne se doute de rien. C'est juste une question de temps avant que je réussisse à me débarrasser. Oui, ma mère complique les choses, mais... Mon sang s'est glacé. 32 ans de mariage m'avaient donné une oreille entraînée pour reconnaître quand Pierre mentait, et ce n'était pas la voix d'un homme parlant avec un client ou un collègue de travail. C'était la voix d'un homme amoureux. J'ai fini de nettoyer Madame Dubois en silence, mes mouvements automatiques après 3 ans à m'occuper d'elle depuis son AVC. Elle me regardait avec ses petits yeux malicieux, toujours prêt à trouver un défaut dans tout ce que je faisais. À 82 ans, alitée et dépendante, elle arrivait encore à me faire sentir comme une intruse dans ma propre maison. « Isabelle, tu as oublié d'assaisonner ma soupe hier », s'est-elle plainte avec cette voix rauque et irritante. Et l'oreiller est de travers. Tu ne fais jamais rien correctement. J'ai redressé l'oreiller pour la 10e fois de la journée, faisant semblant de ne pas avoir entendu la conversation dans le couloir. Mais chaque mot résonnait dans mon esprit comme un glas funèbre. Me débarrasser, elle ne se doute de rien, c'est juste une question de temps. Pierre est apparu à la porte de la chambre, rangeant son portable dans sa poche avec une hâte excessive. Ses yeux bleus ont croisé les miens pendant une seconde avant qu'il ne détourne le regard. « Comment va-t-elle aujourd'hui » a-t-il demandé, sans s'approcher du lit. Depuis des mois, il évitait de s'approcher de sa mère, me laissant tout le travail difficile. Comme toujours, ai-je répondu, l'observant attentivement. Il y avait quelque chose de différent chez lui. Une énergie nouvelle, un bonheur que je n'avais pas vu dans ses yeux depuis des années quand il me regardait. Ce soir-là, après avoir donné ses médicaments à Madame Dubois et l'avoir couchée, je me suis assise sur le canapé du salon en attendant que Pierre revienne de ce qu'il avait dit être une réunion importante. Il était presque minuit quand il est rentré, avec le parfum d'un autre shampoing dans les cheveux et une trace de rouge à lèvres sur le col de sa chemise. Du rouge à lèvres rouge. Je n'ai jamais porté de rouge à lèvres rouge. Pierre, ai-je dit, ma voix étonnamment calme. Il faut qu'on parle. Il s'est retourné vers moi, et pendant un moment j'ai vu de la peur dans ses yeux. Mais l'expression a vite changé pour quelque chose que j'ai reconnu comme du soulagement. Comme s'il était fatigué de faire semblant. Oui, Isabelle. Je pense qu'il est temps. Il s'est assis dans le fauteuil en face du canapé, gardant ses distances. L'homme dont j'avais tenu la main pendant des heures quand il avait eu une pneumonie n'arrivait même plus à s'asseoir à côté de moi. J'ai rencontré quelqu'un, a-t-il dit, sans détour. Étrangement, je n'ai pas ressenti de choc. C'était comme si une partie de moi le savait déjà, se préparait à ce moment depuis des semaines. Depuis quand, ai-je demandé. 6 mois. 6 mois. Pendant que je changeais les couches de sa mère, préparais ses plats préférés et massais ses épaules fatiguées tous les soirs, il construisait une nouvelle vie avec une autre femme. Elle a 35 ans, a-t-il continué, et maintenant il y avait une lumière dans ses yeux qui m'a coupé plus profondément qu'un couteau. Elle travaille dans mon cabinet d'architecture. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, Isabelle. Et moi, ma voix est sortie plus forte que je ne l'attendais. Qu'est-ce que je suis pour toi ? Pierre a soupiré, passant ses mains dans ses cheveux grisonnants. Tu es une bonne femme. Une épouse dévouée. Mais, je ne t'ai jamais vraiment aimé. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme une sentence de mort. 32 ans de ma vie résumés en 7 mots dévastateurs. Jamais, ai-je demandé, encore en train de digérer.
Je t'ai épousé parce que ma mère t'approuvait, parce que tu étais stable, parce que je savais que tu prendrais bien soin de nous deux. Mais l'amour, le vrai amour, la passion, le désir, ça, je ne l'ai jamais ressenti pour toi, Isabelle. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. Au lieu de m'effondrer, au lieu de supplier, au lieu de pleurer, j'ai commencé à rire. Un rire bas, presque inaudible au début, mais qui a grandi jusqu'à résonner dans le salon. Pierre me regardait comme si j'étais devenue folle. Tu sais ce qui est drôle, Pierre, ai-je dit en me levant du canapé. C'est que tu penses pouvoir simplement me jeter ça à la figure et que je vais continuer ici, à m'occuper de ta mère, à entretenir ta maison, à être ta bonne à tout faire gratuite pendant que tu joues à l'amour véritable avec ta petite amie. Son expression a changé. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu de l'incertitude dans ses yeux. Isabelle, ce n'est pas exactement comme ça. Ce n'est pas exactement comme ça, ma voix a monté d'une octave. Alors comment c'est, Pierre? Tu vas divorcer? Tu vas assumer la responsabilité de ta mère? Tu vas engager une infirmière privée? Ou tu espères que je vais continuer à être l'idiote soumise que j'ai été pendant 32 ans? Il a ouvert la bouche pour répondre, mais je ne l'ai pas laissé faire. Parce que j'ai une surprise pour toi, mon cher mari. Si tu ne m'as jamais vraiment aimé, alors je suis libre d'aller vivre ma vraie vie. Je suis montée dans la chambre, j'ai pris mes 2 plus grandes valises et j'ai commencé à y jeter mes vêtements. Pierre m'a suivi, paniqué. Isabelle, tu ne peux pas simplement partir. Et ma mère? Qui va s'occuper d'elle? J'ai arrêté de faire mes valises et je les regardais avec une froideur dont je ne me savais pas capable. Ta mère était à responsabilité, Pierre. Tu es son fils, pas moi. J'ai consacré 32 ans de ma vie à m'occuper de ta famille, à être l'épouse parfaite, et tu viens de me dire que tu ne m'as jamais aimé. Alors maintenant tu vas découvrir ce qu'est l'amour véritable, l'amour d'un fils pour sa mère. J'ai fermé les valises et je me suis dirigée vers la porte. Pierre m'a suivi, désespéré. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai besoin de travailler. Comment vais-je m'occuper d'elle tout seul? Je me suis arrêtée à la porte d'entrée, mes valises à la main, et je me suis retournée vers lui une dernière fois. De la même façon que je me suis occupée d'elle pendant 3 ans, Pierre. Avec dévouement, patience et amour. La différence, c'est que maintenant tu vas découvrir si tu as ça en toi. Et puis j'ai fait quelque chose dont je rêvais depuis des années, je suis sortie par la porte et je l'ai fermée derrière moi, laissant derrière moi 3 décennies d'abnégation et commençant enfin ma vraie vie. Si vous voulez savoir comment une femme de 55 ans a réussi à reconstruire complètement sa vie après avoir découvert que son mariage était un mensonge, et quelle a été la réaction choquante de son mari quand il a réalisé qu'il n'arriverait pas à s'occuper de sa mère tout seul, continuez à regarder. Parce que ce qui s'est passé dans les jours suivants a changé non seulement ma vie, mais a révélé des vérités sur ma famille que je n'aurais jamais imaginées. Et je peux vous garantir, la fin de cette histoire va vous laisser bouche bée. Vous voulez savoir où va une femme de 55 ans quand elle décide de recommencer sa vie à zéro dans une ville comme Lyon? Au seul endroit où je me suis toujours sentie vraiment chez moi, la petite librairie de Madame Rousseau, dans le Vieux-Lyon. Je connaissais Anne Rousseau depuis 15 ans. C'était une veuve de 67 ans qui avait transformé sa douleur en mission, ouvrant une librairie spécialement destinée aux femmes qui recommençaient leur vie. Quand j'ai frappé à sa porte ce soir froid de novembre, mes valises à la main et les larmes séchées sur le visage, elle n'a même pas scié. Alors c'est finalement arrivé, a-t-elle dit en m'embrassant sur le seuil de la porte. Comment le saviez-vous, ai-je demandé, surprise. Isabelle, ma chérie, une femme reconnaît toujours une autre qui est en train de s'éveiller. J'ai vu ça dans vos yeux la dernière fois que vous êtes venu ici acheter des livres. Il y avait une inquiétude nouvelle, une faim pour quelque chose de plus. Anne m'a proposé le petit appartement au-dessus de la librairie. C'était simple, une chambre, une cuisine minuscule, une salle de bain et un salon avec vue sur les rues médiévales pavées. Mais c'était à moi. Pour la première fois en 32 ans, j'avais un espace qui était complètement le mien. Cette première nuit,
allongé dans un lit qui sentait la lavande et la liberté, mon téléphone a sonné sans relâche. Pierre appelait toutes les 15 minutes. Je ne répondais pas. Le matin suivant, je suis descendu à la librairie et j'ai trouvé Anne en train de préparer du café. L'odeur remplissait l'espace chaleureux de la boutique, mélangée au parfum du papier et de l'encre des milliers de livres qui nous entouraient. Les rayonnages en bois ancien craquaient doucement, comme s'ils accueillaient une nouvelle résidente. Il a appelé toute la nuit, a-t-elle demandé en servant 2 tasses dans de la porcelaine délicate, ornée de petites roses bleues. Comment le saviez-vous? Parce qu'ils font toujours ça. D'abord vient le désespoir, puis la colère, puis la négociation, et finalement, la découverte. La découverte de quoi? Anna sourit, ses yeux verts brillants de sagesse. À quel point ils avaient besoin de nous, et à quel point nous n'avions pas besoin d'eux. Il était 10 heures du matin quand j'ai décidé de finalement répondre à l'un des appels de Pierre. Sa voix était méconnaissable, rauque, désespérée, comme celle d'un homme qui n'avait pas dormi. « Isabelle, pour l'amour de Dieu, tu dois revenir. » Ma mère, elle, je n'arrive pas. « Tu n'arrives pas à quoi, Pierre ? » Elle a refusé de manger depuis hier. Elle m'a crié dessus toute la matinée. Je ne sais pas comment lui donner son bain, je ne sais pas comment changer ses couches correctement. Elle a fait caca dans le lit et je pouvais entendre ses pleurs à travers le téléphone. L'homme qui m'avait dit qu'il ne m'avait jamais aimé pleurait parce qu'il n'arrivait pas à s'occuper de sa propre mère pendant 24 heures. « Et ta petite amie ?» ai-je demandé, ma voix glaciale. « Elle ne peut pas t'aider ?» Clarisse, elle, quand j'ai expliqué la situation, elle a dit qu'elle n'était pas prête à gérer ça. Qu'elle avait besoin de temps. J'ai ri. Un rire amer qui a résonné dans la librairie. Alors ta grande passion, ton amour véritable, s'est enfui au premier signe de difficulté? Comme c'est intéressant, Pierre. Isabelle, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait une erreur. Une erreur, ma voix a monté. 32 ans de ma vie ont été une erreur? M'utiliser comme bonne et aide-soignante a été une erreur? Me dire que tu ne m'avais jamais aimé a été une erreur? J'étais confus. La crise de la cinquantaine, tu comprends. J'ai besoin de toi. Ma mère a besoin de toi. Non, Pierre. Vous aviez besoin de moi. Passé. Maintenant vous allez devoir découvrir comment vivre sans moi. J'ai raccroché le téléphone et je l'ai mis en mode silencieux. Les jours suivants, ma nouvelle routine s'est établie naturellement. Je me réveillais à 8 heures, prenais le petit déjeuner avec Anne pendant que nous parlions de livres et de vie. J'aidais à la librairie, organisant les étagères et servant les clients. L'après-midi, je me promenais dans les rues historiques de Lyon, découvrant des cafés et des galeries que je n'avais jamais eu le temps de visiter. La librairie d'Anne était un refuge pour beaucoup de femmes comme moi. Il y avait Marguerite, 62 ans, qui venait chaque mardi acheter des romans d'amour après avoir divorcé d'un mari violent. Sophie, 45 ans, mère célibataire qui trouvait du réconfort dans les livres de développement personnel. Et Élise, 38 ans, qui reconstruisait sa confiance en soi après une rupture douloureuse. « Vous savez ce qui est merveilleux ici ?» m'a dit Marguerite un après-midi, en feuilletant un livre de Françoise Sagan. « C'est qu'on peut être nous-mêmes sans jugement. On peut pleurer, rire, rêver. Et recommencer, ai-je ajouté. Exactement. Recommencer à tout âge. C'est pendant une de ces promenades que j'ai rencontré François. Il était assis sur un banc de la place Bellecour, nourrissant les pigeons et lisant un livre de Simone de Beauvoir. Il avait environ 60 ans, des cheveux complètement blancs mais bien entretenus, et un sourire bienveillant. Ses vêtements étaient simples mais élégants, un pull en cachemire beige, un pantalon en velours côtelé marine, des chaussures en cuir bien ciré. Il y avait quelque chose de rassurant dans sa posture, une tranquillité que je n'avais pas vue chez un homme depuis longtemps. Quand nos regards se sont croisés, il a fait un signe de la main. « Excusez-moi de vous déranger », a-t-il dit quand je me suis approché, « mais ne fréquentez-vous pas la librairie d'Anne Rousseau ?»« Oui, je travaille là temporairement. » J'ai cru vous reconnaître.
Je suis François Martin, professeur de littérature à la retraite. J'achète des livres là-bas depuis des années. Nous nous sommes assis sur le banc et avons parlé pendant 2 heures. François m'a raconté qu'il avait perdu sa femme 3 ans auparavant, après 35 ans de mariage. Contrairement à Pierre, il parlait de sa femme avec une tendresse authentique, un amour qui transcendait la mort. « Vous vous aimiez vraiment ?» ai-je commenté, sentant une pointe d'envie. « Oui », a-t-il dit simplement. Et c'est pour ça que je sais reconnaître quand quelqu'un n'a jamais expérimenté ça. Ses yeux m'ont étudié avec une intensité bienveillante. Pardonnez-moi si je suis indélicat, mais il y a une tristesse dans vos yeux que je reconnais. C'est la tristesse de quelqu'un qui a donné de l'amour sans en recevoir en retour. Ces mots m'ont frappé comme un éclair de compréhension. C'était exactement ça, j'avais passé 32 ans à aimer un homme qui ne m'avait jamais aimé en retour. Comment faites-vous pour continuer après avoir perdu un grand amour, ai-je demandé. François a regardé les pigeons qui se disputaient les miettes de pain qu'il avait jetées. On ne continue pas, Isabelle. On apprend à vivre différemment. Marie fait toujours partie de moi, mais j'ai appris que l'amour véritable, même quand il se termine, nous rend plus capables d'aimer à nouveau. Pas de la même façon, mais avec plus de sagesse. Cette nuit-là, quand je suis rentré dans mon petit appartement, j'ai trouvé cet message de Pierre sur mon portable. Dans chacun, sa voix semblait plus désespérée. Dans le dernier message, j'ai entendu quelque chose que je n'aurais jamais pensé entendre, Pierre qui pleurait. Isabelle, ma mère a fait une chute. Je ne savais pas quoi faire. J'ai dû appeler une ambulance. Elle est à l'hôpital, et les médecins ont dit que si je n'arrivais pas à m'occuper d'elle correctement, ils allaient devoir l'interner définitivement dans une maison de retraite. S'il te plaît, je t'en supplie, reviens à la maison. Je suis resté à regarder le téléphone pendant de longues minutes. Une partie de moi, la partie qui avait été conditionnée pendant 3 décennies à prendre soin de tout le monde, voulait courir pour revenir. Mais une voix nouvelle, plus forte, a murmuré dans mon esprit, « Et si tu ne revenais pas ? Et si tu continuais à vivre ta vie ?» Le lendemain matin, en buvant mon café avec Anne, je lui ai raconté les messages de Pierre. « Qu'est-ce que vous ressentez ?» m'a-t-elle demandé. « De la culpabilité, ai-je admis. Mais aussi, du soulagement. Est-ce horrible ? Non, ma chérie. C'est humain. Vous avez passé des décennies à porter le poids émotionnel de toute une famille. Il est normal de se sentir soulagé de ne plus avoir cette responsabilité. Mais sa mère est sa mère, Isabelle. Pas la vôtre. Et Pierre est un homme adulte de 58 ans. Il est temps qu'il apprenne ce que signifie la responsabilité. Ce matin-là, j'ai pris une décision qui changerait tout. J'ai appelé Pierre. Je vais rendre visite à ta mère à l'hôpital, ai-je dit, mais pas pour revenir à la maison. Pour lui dire au revoir correctement et faire mes adieux à une vie qui n'a jamais vraiment été la mienne. Isabelle, non. Et Pierre ? Il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose que j'ai découvert hier quand je suis allé chercher des documents dans l'appartement pendant que tu étais à l'hôpital. Le silence de l'autre côté de la ligne était assourdissant. J'ai trouvé les lettres, Pierre. Les lettres que ta mère écrivait à sa sœur à Marseille. Des lettres où elle racontait comment elle me manipulait, comment elle inventait des symptômes pour me garder occupée, comment elle faisait semblant d'être plus mal qu'elle ne l'était vraiment pour s'assurer que je n'ai jamais de temps pour moi-même. J'ai entendu sa respiration lourde. Elle a toujours su que tu ne m'aimais pas. En fait, elle encourageait ça. Dans les lettres, elle écrit à quel point c'était satisfaisant de me voir à ma place, comme elle disait. Comme une employée de la famille. Isabelle, je ne savais pas. Mensonge. Tu savais. Vous saviez tous les deux. Et tu sais quoi ? Ça m'a complètement libérée. Parce que maintenant je sais que je ne dois rien à aucun de vous. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas expérimenté depuis des décennies, du pouvoir. Le pouvoir de choisir ma propre vie. François est passé à la librairie cet après-midi-là.
Anne nous a laissés seuls dans la section poésie, où la lumière dorée de l'automne lyonnais filtrait à travers les grandes fenêtres. Vous semblez différente aujourd'hui, a-t-il observé. Comment ça? Plus légère. Comme si un poids énorme avait été retiré de vos épaules. C'est exactement ce qui s'est passé, ai-je dit en lui racontant ma conversation avec Pierre. François a écouté sans m'interrompre, ses yeux bienveillants fixés sur moi. Savez-vous ce que vous venez de faire, Isabelle? Quoi? Vous venez de reprendre votre pouvoir. Pour la première fois de votre vie d'adulte, vous avez choisi vous-même plutôt que les autres. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble dans un petit bistrot du Vieux-Lyon. François m'a parlé de ses voyages, de ses livres préférés, de sa passion pour l'art et la musique. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu une conversation intellectuelle stimulante avec un homme qui s'intéressait vraiment à mes opinions. « Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant ?» m'a-t-il demandé pendant que nous partagions une tarte aux poires. « Je ne sais pas », ai-je admis. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas de plan. C'est terrifiant et excitant à la fois. Alors nous allons découvrir ensemble, a-t-il dit en souriant. J'aimerais beaucoup vous accompagner dans cette nouvelle aventure, si vous le permettez. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai trouvé un message vocal de Pierre qui a changé tout ce que je pensais savoir sur ma famille. 3 semaines après avoir quitté Pierre, j'étais méconnaissable. Anne m'avait convaincu de me faire couper les cheveux, une coupe moderne, aux épaules, avec des mèches qui camouflaient les cheveux grisonnants. J'avais acheté de nouveaux vêtements, pas les habits pratiques et ternes que je portais depuis des années, mais des robes qui mettaient en valeur ma silhouette encore séduisante, des couleurs vives qui avaient réveillé quelque chose en moi qui dormait depuis des décennies. La transformation n'était pas seulement extérieure. Chaque matin, quand je me regardais dans le miroir de mon petit appartement, je voyais une femme que je ne reconnaissais pas, ou plutôt, que je reconnaissais enfin. C'était moi, la vraie moi, celle qui avait été étouffée pendant 32 ans sous le poids des attentes et des obligations. François et moi étions devenus des amis proches. Il m'avait présenté à un monde que j'avais oublié qui existait, des expositions d'art dans les galeries du Presqu'île, des concerts de musique classique à l'auditorium, des pièces de théâtre au Célestin, des cafés littéraires où les gens discutaient d'idées et de rêves plutôt que de corvées ménagères et de problèmes de santé. Pour la première fois depuis des années, je me sentais intellectuellement stimulé. Nous avions pris l'habitude de nous promener ensemble le long des berges du Rhône chaque après-midi. François était un compagnon fascinant, il connaissait l'histoire de chaque bâtiment, chaque pont, chaque monument de Lyon. Mais plus que cela, il écoutait vraiment quand je parlais, posait des questions réfléchies, respectait mes opinions. Ce fut lors d'un de ces après-midi, en buvant du vin dans un bistrot près de la cathédrale Saint-Jean, que François posa une question qui changerait tout. « Isabelle, puis-je vous demander quelque chose de personnel ?»« Bien sûr. »« Vous et Pierre, vous avez eu des enfants ?» La question m'a prise au dépourvu. C'était un sujet que j'évitais de penser depuis des années, une douleur profonde que j'avais enfouie sous les tâches quotidiennes. « Non », ai-je répondu, sentant la pointe familière de douleur. « Nous avons essayé pendant très longtemps, mais ça n'est jamais arrivé. »« Et vous avez fait des examens ? » ?»« Des tests ? » J'ai fait une pause, le verre de vin à mi-chemin de mes lèvres. Le bistrot autour de nous bourdonnait de conversation, l'odeur du coq au vin et des fromages affinés flottait dans l'air, mais soudain je me sentais isolé dans une bulle de souvenirs douloureux. Pierre disait toujours que c'était mon problème. Que j'avais quelque chose qui n'allait pas. Il a suggéré plusieurs fois que j'aille voir un médecin, mais il n'a jamais voulu faire d'examen lui-même. Il disait que les hommes n'avaient pas ces problèmes-là, que c'était certainement quelque chose chez moi. François m'a regardé avec une expression étrange, un mélange de surprise et de quelque chose qui ressemblait à de la colère contenue. « Isabelle, n'avez-vous jamais trouvé étrange qu'après 32 ans d'essai, cette petite amie de 35 ans ne soit pas non plus tombée enceinte de lui ?» Les mots de François ont résonné dans mon esprit pendant tout le chemin de retour vers la librairie. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Une idée folle commençait à prendre forme dans ma tête, une possibilité si énorme et si dévastatrice que j'avais peur de l'explorer.
Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui demandait tout mon courage. J'ai appelé ma gynécologue, Dr Moreau, qui me suivait depuis plus de 20 ans. Docteur, ai-je dit, j'aimerais faire quelques examens. Des tests de fertilité. Isabelle? Mais, vous avez 55 ans. Pourquoi? S'il vous plaît. C'est important pour moi. J'ai besoin de savoir. Dr Moreau était une femme dans la cinquantaine, aux cheveux châtains tirés en chignon strict, mais avec des yeux bienveillants derrière ses lunettes. Elle m'avait suivi à travers tous mes espoirs déçus, toutes mes tentatives infructueuses de tomber enceinte, tous les mois où mes règles arrivaient comme une sentence de mort pour mes rêves de maternité. Très bien, a-t-elle dit finalement. Mais je dois vous prévenir que ces examens peuvent être émotionnellement difficiles. Êtes-vous sûre d'être prête? Docteur, j'ai passé 32 ans à croire que j'étais brisée. Je pense qu'il est temps de savoir la vérité. Une semaine plus tard, j'étais assise dans le bureau de Dr Moreau avec les résultats dans les mains. Elle me regardait avec une expression de perplexité et de colère croissante. Isabelle, je ne sais pas comment dire cela délicatement, alors je vais être directe. Vos examens sont parfaits. Vos ovaires, trompes, utérus, tout fonctionne parfaitement pour une femme de votre âge. En fait, en me basant sur ces résultats et sur votre historique médical, je peux affirmer avec certitude que vous auriez pu tomber enceinte sans problème pendant toutes ces années. Le monde s'est arrêté. Littéralement arrêté. J'ai senti le sang quitter mon visage, mes mains tremblaient. Comment ça? Le problème n'a jamais été le vôtre, Isabelle. Si vous avez essayé pendant 32 ans et n'avez jamais réussi, le problème vient de Pierre. Définitivement. Les mots de Dr Moreau ont ébranlé les fondations de tout ce que je croyais savoir sur moi-même. Elle a continué à expliquer les détails médicaux, mais je n'entendais plus rien. Toutes ces années à me sentir défaillante comme femme, toutes ces nuits où je pleurais en silence en me demandant ce qui n'allait pas chez moi, tous ces regards de pitié quand les gens apprenaient que nous n'avions pas d'enfants. Tout était basé sur un mensonge. Je suis sortie du cabinet médical dans un état de choc. Mes pas m'ont mené automatiquement vers la librairie, où Anne m'a trouvée assise dans un fauteuil, fixant le vide. « Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé en s'agenouillant près de moi. Quand je lui ai raconté les résultats des examens, Anne est devenue livide. « Cette ordure » a-t-elle murmuré. « Cette ordure vous a laissé croire pendant 3 décennies que vous étiez stérile. » Il savait, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Il devait savoir. Comment un homme peut-il ne pas savoir qu'il est stérile? Ou peut-être qu'il n'est pas stérile du tout, a dit Anne, ses yeux brillants de colère. Peut-être qu'il a eu d'autres relations avant vous, pendant votre mariage, et qu'il a toujours su que le problème venait de lui. Cette idée m'a frappé comme un coup de poing. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision la plus radicale de cette nouvelle vie, j'allais découvrir toute la vérité sur Pierre. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire, j'ai engagé un détective privé. Jacques Dubois, sans lien de parenté avec ma belle-mère, était un ancien policier qui travaillait maintenant sur des affaires d'infidélité et de fraude. Son bureau était petit mais organisé, tapissé de diplômes et de photos de famille. C'était un homme dans la soixantaine, aux cheveux poivre et sel, avec des yeux perçants qui semblaient voir à travers les mensonges. « Je veux tout savoir », lui ai-je dit. « Toutes les femmes, toutes les liaisons, tout. Et je veux aussi que vous enquêtiez sur sa fertilité. » Jacques m'a regardé avec respect. « Madame, puis-je vous demander pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir connaître la vérité ?» Je lui ai raconté les résultats médicaux, ma nouvelle vie, ma libération. Il a hoché la tête avec compréhension. « J'ai vu beaucoup de femmes dans votre situation. Des femmes qui découvrent que leur vie entière était basée sur des mensonges. Vous avez du courage de vouloir connaître la vérité. » Ce que Jacques a découvert en 2 semaines m'a choqué plus que je ne l'imaginais possible. Pierre n'avait pas seulement une maîtresse. Il avait un schéma, mode opératoire. Au cours des 15 dernières années, il avait eu au moins 8 relations extraconjugales.
Toujours avec des femmes plus jeunes, toujours des femmes qui travaillaient dans le domaine de l'architecture ou de la construction. Toujours des femmes ambitieuses qu'il séduisait avec sa position et son expérience. Comment avez-vous découvert tout cela? Ai-je demandé à Jacques lors de notre rendez-vous dans le café près de la librairie. Les réseaux sociaux, les témoins, les factures de cartes de crédit que j'ai pu obtenir légalement, a-t-il expliqué en feuilletant son dossier. Votre mari n'était pas très discret. Il utilisait toujours les mêmes restaurants, les mêmes hôtels. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'était la découverte qu'une de ses femmes, Sylvie, était tombée enceinte de lui 7 ans auparavant. Elle a eu une fausse couche au 4e mois, a expliqué Jacques, mais le fait demeure, Pierre était parfaitement capable de mettre une femme enceinte. Il avait menti pendant 3 décennies. Pas seulement sur l'amour, pas seulement sur la fidélité, mais sur quelque chose de si fondamental que cela avait défini ma perception de moi-même comme femme. Il y a plus, a dit Jacques en sortant une autre liasse de documents. Votre belle-mère? Madame Dubois, elle n'est pas aussi malade qu'elle le prétend. Comment ça? J'ai réussi à accéder à ses dossiers médicaux grâce à un contact à l'hôpital. L'AVC qu'elle a eu il y a 3 ans était réel, mais elle s'est rétablie beaucoup mieux qu'on ne vous l'a dit. Elle est parfaitement capable de marcher sur de petites distances, de se nourrir seule, d'aller aux toilettes sans aide. Mon esprit tournait. Alors elle faisait semblant? Pas exactement semblant, mais elle exagérait drastiquement son incapacité. Et d'après les relevés d'appels que j'ai pu obtenir, elle et Pierre se parlaient régulièrement de vous garder occupé. Il semble que c'était un accord entre eux. La nausée m'a prise. Une nausée réelle, physique. Tous ces bains que j'avais donnés, toutes ces couches que j'avais changées, toutes ces nuits où je m'étais levé pour m'occuper d'elle. Ils travaillaient ensemble pour me garder comme esclave domestique? C'est ce qu'il semble, madame. J'ai aussi trouvé des preuves que Pierre payait certains de ses soins médicaux supplémentaires, des services qui n'étaient pas vraiment nécessaires, mais qui vous gardaient occupé. Ce soir-là, assise dans mon petit appartement, j'ai pris la décision la plus radicale de ma vie. J'ai pris le téléphone et appelé Pierre. Allô? Sa voix semblait fatiguée, vaincue. Il était presque minuit. Pierre, c'est moi. Isabelle. Dieu merci. S'il te plaît, dis-moi que tu vas revenir. Je n'en peux plus. Ma mère est impossible, elle me crie dessus tout le temps, et je... Pierre, j'ai des choses à te dire. Quoi? Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre à travers le téléphone. Mais ma voix était ferme, claire. Première chose, je sais tout sur tes maîtresses. Toutes les 8 des 15 dernières années. Silence total. Je pouvais entendre sa respiration s'accélérer. Deuxième chose, je sais que tu peux avoir des enfants. Je sais pour Sylvie et la grossesse. Je pouvais entendre sa respiration lourde maintenant, presque paniquée. Troisième chose, je sais que ta mère n'est pas aussi malade qu'elle fait semblant. Je sais que vous m'avez manipulé pendant des années, tous les deux. Isabelle. Et quatrième chose, Pierre, demain matin, je serai à la porte de notre appartement avec un avocat de divorce. Tu vas signer les papiers, tu vas me donner la moitié de tout ce que nous avons construit ensemble, et tu vas assumer l'entière responsabilité de ta mère. Seul. Tu ne peux pas faire ça. Je peux et je vais le faire. Et tu sais pourquoi? Parce que pour la première fois en 55 ans, je vis ma vie. Et ma vie ne vous inclut plus, ni toi ni elle. Isabelle, attends, je peux tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer, Pierre. J'ai toutes les preuves. Les photos, les témoignages, les dossiers médicaux. Tu as menti sur tout. Sur l'amour, sur la fidélité, sur la fertilité, sur la maladie de ta mère. 32 ans de mensonges. Quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant, une vengeance douce et méritée. Le lendemain matin, François m'a accompagné chez l'avocat. Maître Lefebvre était une femme dans la quarantaine, spécialisée dans les divorces difficiles.
Quand je lui ai montré tous les documents que Jacques avait rassemblés, ses yeux se sont écarquillés. Madame, avec ces preuves, nous pouvons demander bien plus que la moitié des biens. Nous parlons de fraude matrimoniale, de manipulation psychologique. Je ne veux que ce qui me revient de droit, ai-je dit. La moitié de ce que nous avons construit ensemble, plus une compensation pour les années de mensonges. Je veux ma liberté, pas sa ruine. 3 heures plus tard, nous étions devant l'appartement que j'avais quitté un mois auparavant. Quand Pierre a ouvert la porte, j'ai à peine reconnu l'homme en face de moi. Il avait perdu du poids, ses vêtements étaient froissés, ses cheveux ébouriffés. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est l'expression dans ses yeux, la peur. « Isabelle » a-t-il murmuré. « Tu es revenue. »« Je suis venu récupérer ce qui m'appartient et signer les papiers », ai-je dit fermement. Rien de plus. C'est alors que j'ai entendu une voix familière de la chambre. « Isabelle ? C'est toi ? Viens ici immédiatement. J'ai besoin d'aide. » Madame Dubois. Toujours en train de donner des ordres, même dans cette situation. J'ai regardé Pierre. Elle va bien, à ce que je vois. Capable de crier des ordres. Pierre a rougi. Elle s'est améliorée depuis que tu es parti. C'est bizarre, mais... Ce n'est pas bizarre, Pierre. C'est logique. Quand on arrête de dorloter quelqu'un qui fait semblant d'être malade, miraculeusement, cette personne retrouve ses capacités. Je suis entré dans la chambre où Madame Dubois était assise dans son lit, l'air furieux. Enfin. Où étais-tu passé? Pierre ne sait rien faire. Il a brûlé ma soupe hier et... Madame Dubois, ai-je dit calmement, je ne suis plus votre belle-fille. Je ne suis plus votre aide-soignante. Je ne vous dois plus rien. Son expression a changé, la surprise remplaçant la colère. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que votre petit jeu est terminé. Je sais que vous n'êtes pas aussi malade que vous le prétendez. Je sais que vous et Pierre avez travaillé ensemble pour me garder comme votre servante personnelle. Mais c'est fini. Pour la première fois depuis que je la connaissais, Madame Dubois était sans voix. 1 heure plus tard, les papiers étaient signés. Pierre avait accepté tous les termes sans discussion, trop épuisé et trop effrayé pour négocier. En sortant de l'appartement pour la dernière fois, je me suis retourné. Pierre, ai-je dit, j'espère qu'un jour tu apprendras ce que signifie vraiment aimer quelqu'un. Pas posséder, pas utiliser, mais aimer. Il y avait des larmes dans ses yeux. Je t'aimais, Isabelle. À ma façon. Non, ai-je dit doucement. Tu aimais ce que je faisais pour toi. Il y a une différence. Et avec ça, j'ai fermé la porte sur 32 ans de mensonges et ouvert celle d'une nouvelle vie basée sur la vérité. 6 mois plus tard, j'étais assise sur la terrasse de mon nouvel appartement à Nice, sur la Côte d'Azur, observant le coucher de soleil sur la Méditerranée. Avec la moitié des biens du divorce, j'avais acheté un petit mais charmant appartement avec vue sur la mer et ouvert ma propre librairie spécialisée en littérature féminine. François avait déménagé à Nice également. Notre relation avait évolué naturellement de l'amitié vers quelque chose de plus profond. À 55 et 60 ans, nous avions découvert que l'amour véritable n'a pas d'âge, il a juste besoin de 2 personnes qui se valorisent mutuellement. Ce matin-là, pendant que nous prenions notre café sur la terrasse, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Allô? Madame Isabelle? Je m'appelle Dr Blanchard. Je suis médecin à l'hôpital de Lyon. J'appelle au sujet de Pierre Dubois. Mon cœur s'est accéléré. Que s'est-il passé? Il a fait une dépression nerveuse sévère. Il est interné dans notre service psychiatrique depuis 3 semaines. Vous étiez noté comme contact d'urgence, et... Je suis son ex-épouse, docteur. Je ne suis plus responsable de lui. Je comprends, madame, mais la situation est compliquée. Sa mère, Madame Dubois, est également hospitalisée. Elle a fait une chute grave chez elle et s'est cassé la hanche. Il n'y a plus personne de la famille.
J'ai fermé les yeux. Même après tout, une partie de moi ressentait encore une pointe de « ce n'était pas de la pitié, exactement ». C'était plutôt le fantôme de la personne que j'avais l'habitude d'être. « Comment va-t-il » ai-je demandé, contre mon meilleur jugement. « Dépression sévère. » Il continue à répéter qu'il a détruit la seule bonne chose qu'il avait dans sa vie. Qu'il a perdu la seule personne qu'il aimait vraiment. J'ai ri, mais il n'y avait pas de joie dans ce son. « Docteur, avec tout le respect que je vous dois, Pierre n'a pas perdu quelqu'un qu'il aimait. Il a jeté quelqu'un qu'il aimait. Il y a une différence. Madame, il demande à vous parler. Juste 5 minutes. » J'ai regardé François, qui m'observait avec inquiétude. Il a pris ma main et l'a serrée doucement. « Faites ce que votre cœur vous dicte », a-t-il murmuré. 3 jours plus tard, j'étais assise de l'autre côté d'une table en plastique dans le service psychiatrique de l'hôpital de Lyon. L'homme en face de moi était méconnaissable. Pierre avait perdu au moins 15 kilos, ses cheveux étaient ébouriffés, ses yeux creusés et sans vie. « Isabelle » a-t-il dit, sa voix n'étant qu'un murmure. « Tu es venue. » 5 minutes, Pierre. C'est ce que j'ai promis au médecin. Il a hoché la tête, les mains tremblantes. « J'ai tout détruit » a-t-il dit. « Ma vie, ta vie, notre vie. » « Non » ai-je corrigé. « Tu as détruit ta vie. »« Moi, je vais très bien. » Il m'a regardé alors, vraiment regardé, et j'ai vu le moment exact où il a réalisé la transformation. Mes cheveux étaient détachés, brillants. Je portais une robe bleu turquoise qui mettait en valeur ma peau bronzée par le soleil méditerranéen. Il y avait de la vie dans mes yeux, de la confiance dans ma posture. « Tu es belle » a-t-il murmuré. « Je suis heureuse, Pierre. Vraiment heureuse pour la première fois depuis des décennies. »« Je t'aime » a-t-il dit, des larmes coulant sur son visage. « Je t'ai toujours aimé. » J'ai menti quand j'ai dit que non. Je me suis penchée vers l'avant, ma voix ferme. « Non, Pierre. Tu ne m'aimais pas. Tu aimais ce que je faisais pour toi. Tu aimais avoir une bonne à tout faire gratuite, une aide-soignante pour ta mère, une femme qui ne questionnait jamais, n'exigeait jamais, ne demandait jamais rien pour elle-même. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. Mais maintenant je sais. Maintenant tu sais ce que c'est d'être seul. Maintenant tu as découvert ce que c'est de s'occuper d'une autre personne sans rien recevoir en retour. Maintenant tu comprends ce que j'ai fait pour toi pendant 32 ans. Je me suis levée pour partir. Isabelle, s'il te plaît. Je peux changer. Nous pouvons recommencer. Je me suis arrêtée à la porte et me suis retournée une dernière fois. Pierre, tu as eu 32 ans pour m'aimer. 32 ans pour me valoriser. Tu as choisi de ne pas le faire. Maintenant je choisis de ne plus te donner aucune chance. Mais je t'aime. Non, ai-je dit, ma voix résonnant dans le couloir. Tu m'aimes maintenant parce que tu m'as perdu. Ce n'est pas de l'amour, Pierre. C'est du désespoir. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre. Pierre s'était partiellement rétabli et avait réussi à placer sa mère dans une maison de retraite de qualité. Il avait vendu l'appartement et déménagé dans un petit studio. Il travaillait à mi-temps et utilisait le reste de son temps pour rendre visite à sa mère. Dans la lettre, il écrivait « Isabelle, je comprends finalement ce que tu as fait pour nous toutes ces années. Maintenant que je dois tout faire seule, je réalise à quel point tu étais extraordinaire. Je ne demande pas une seconde chance, je sais que je ne la mérite pas. Je veux juste que tu saches que tu m'as enseigné le vrai sens de l'amour et du dévouement, même si j'ai appris trop tard. » J'ai montré la lettre à François pendant que nous nous promenions sur la plage à Nice. « Vous vous sentez satisfaite ?» m'a-t-il demandé. J'ai réfléchi un moment, observant les vagues toucher mes pieds nus. « Tu sais, François, je ne ressens pas de satisfaction pour sa destruction. Ce serait trop petit pour la nouvelle femme que je suis devenue. Je ressens quelque chose de beaucoup plus puissant, je ressens de la gratitude. » De la gratitude ? De la gratitude parce qu'il m'a libérée.
Si Pierre ne m'avait jamais dit qu'il ne m'aimait pas, j'aurais pu passer le reste de ma vie à être cette femme soumise et malheureuse. Il m'a fait le plus grand cadeau qu'il pouvait faire, la vérité. Et la vérité m'a libérée. François a souri et m'a attiré dans ses bras. Et maintenant? Maintenant je sais ce que c'est d'être aimé vraiment, ai-je dit en regardant dans ses yeux. À 56 ans, j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Jamais trop tard pour trouver le vrai bonheur. 3 mois plus tard, François m'a demandé en mariage sur cette même plage où nous nous promenions tous les matins. Ce n'était pas une demande désespérée ou pratique comme celle de Pierre avait été des décennies auparavant. C'était la demande d'un homme qui me voyait comme j'étais vraiment, qui m'aimait pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais faire pour lui. Le jour de notre mariage civil, petit et intime, avec seulement Anne Rousseau comme témoin, j'ai reçu un message inattendu. C'était de Clarisse, l'ancienne maîtresse de Pierre. « Madame Isabelle, je sais que cela peut sembler étrange de recevoir un message de ma part, mais je dois vous dire quelque chose. Pierre m'a contacté plusieurs fois ces derniers mois, suppliant pour que je revienne. Il m'a raconté toute l'histoire, essayant de me convaincre qu'il était maintenant libre et pouvait se consacrer entièrement à moi. Mais savez-vous ce que j'ai réalisé? Il n'a rien appris. Il pense encore que l'amour, c'est avoir quelqu'un pour s'occuper de lui. Il ne comprend toujours pas que l'amour, c'est prendre soin mutuellement l'un de l'autre. Je voulais que vous sachiez que vous avez été courageuse de partir. Et qu'il ne méritait pas même un seul jour de ce que vous lui avez donné. J'ai montré le message à François, qui a ri. Même les maîtresses reconnaissent votre valeur, a-t-il dit. Cela doit dire quelque chose sur le type de femme extraordinaire que vous êtes. Aujourd'hui, 2 ans après avoir quitté Pierre, je dirige une librairie prospère à Nice, je suis mariée avec un homme qui m'adore, et pour la première fois de ma vie, je me réveille tous les matins impatiente de voir ce que la journée va apporter. Parfois, des touristes brésiliens entrent dans ma librairie et sont surpris de découvrir que la propriétaire parle portugais. Quand ils demandent comment une Brésilienne a fini à Nice, je souris et dis, parfois, il faut tout perdre pour découvrir qui on est vraiment. Et savez-vous quelle est la partie la plus incroyable de toute cette histoire? La semaine dernière, j'ai reçu un appel du docteur Blanchard. Pierre était sorti de la maison de retraite où sa mère était internée et avait simplement disparu. Il avait laissé un mot disant qu'il allait chercher une nouvelle vie ailleurs. Madame Dubois, à 84 ans, a découvert que sans personne à manipuler, sans personne à contrôler, elle était parfaitement capable de prendre soin d'elle-même. Les médecins ont dit que c'était comme si elle s'était réveillée d'un long sommeil. Elle vit maintenant de façon indépendante dans un petit appartement, ironiquement, semble plus heureuse qu'elle ne l'a été depuis des années. La conclusion la plus choquante de toute cette histoire? Aucun de nous ne vivait sa vraie vie. Nous étions tous prisonniers de rôles que nous pensions devoir jouer. Pierre croyait qu'il devait être le mari autoritaire qui ne montrait jamais de vulnérabilité. Madame Dubois croyait qu'elle devait être la belle-mère contrôlante qui maintenait la famille unie par la manipulation. Et moi, je croyais que je devais être l'épouse parfaite qui sacrifiait tout pour les autres. Mais savez-vous ce que j'ai appris? La vie ne commence que quand vous arrêtez d'essayer d'être ce que les autres attendent de vous et commencez à être qui vous êtes vraiment. Et à 56 ans, mariée avec François, propriétaire de ma propre entreprise, vivant dans l'une des plus belles villes du monde, je peux dire avec certitude, ma vraie vie n'a commencé que quand j'ai dit non à une fausse vie. Dans la dernière conversation que j'ai eue avec Anne Rousseau, avant qu'elle ne déménage en Provence pour être près de ses petits-enfants, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Isabelle, vous avez sauvé 3 vies quand vous êtes sortie de cet appartement à Lyon. Vous avez sauvé la vôtre, évidemment. Mais vous avez aussi sauvé celle de Pierre, en le forçant à grandir et assumer ses responsabilités. Et vous avez sauvé celle de Madame Dubois, en la libérant du besoin de faire semblant d'être invalide pour garder le contrôle. Comment pouvez-vous en être sûr, ai-je demandé. Parce que les gens malheureux créent d'autres gens malheureux. Quand vous avez choisi d'être heureuse, vous avez donné la permission à tous ceux qui vous entouraient de faire de même. Aujourd'hui,
Quand je me réveille à côté de François et regarde par la fenêtre vers la mer Méditerranée, je souris en me rappelant cette femme de 55 ans qui pensait autrefois que sa vie était finie quand elle a découvert que son mari ne l'aimait pas. Je ne savais pas alors que ma vraie vie ne faisait que commencer. Et si vous lisez cette histoire et vous y reconnaissez, si vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre, en prenant soin de personnes qui ne vous valorisent pas, en sacrifiant vos rêves pour les caprices des autres, laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour être heureuse. Il n'est jamais trop tard pour découvrir qui vous êtes vraiment. Parfois, la plus grande preuve d'amour propre est simplement de partir. Et quand vous partez, quand vous choisissez finalement votre propre bonheur, peut-être découvrirez-vous, comme moi j'ai découvert, que la vie que vous pensiez avoir perdue n'a jamais vraiment été la vôtre pour commencer. La vraie vie, la vie qui vaut la peine d'être vécue, attend de l'autre côté de la porte. Vous devez juste avoir le courage de l'ouvrir. Si mon histoire vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans ma voix, si vous avez ressenti cette douleur familière de donner sans jamais recevoir, alors je vous demande quelque chose d'important. Commentez ci-dessous et dites-moi, quelle partie de mon histoire vous a le plus marqué? Était-ce le moment où j'ai découvert les mensonges? Quand j'ai trouvé le courage de partir? Ou peut-être cette sensation de liberté quand j'ai enfin fermé la porte derrière moi? Vos commentaires ne sont pas juste des mots pour moi, ils sont des ponts entre nos cœurs, des preuves que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte silencieuse que tant de femmes vivent chaque jour. Partagez cette vidéo avec une amie, une sœur, une collègue qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour choisir sa propre vie. Parfois, une histoire comme la mienne peut être l'étincelle dont une femme a besoin pour réaliser qu'elle mérite mieux. Abonnez-vous à cette chaîne parce que je continuerai à partager des histoires vraies de femmes qui ont eu le courage de transformer leur vie. Des histoires de renaissance, de découverte de soi, de force que nous ne savions même pas posséder. Mais surtout, je veux que vous sachiez ceci, si vous vivez dans l'ombre de quelqu'un d'autre, si vous vous réveillez chaque matin en vous demandant où est passée la femme que vous étiez autrefois, si vous donnez toujours sans jamais recevoir, vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers de femmes qui vous écoutent en ce moment même, qui hochent la tête en reconnaissant leur propre histoire dans la mienne. Nous formons une communauté invisible mais puissante de femmes qui refusent de rester prisonnières de vies qui ne nous appartiennent pas. Votre vie vous attend. Elle est là, de l'autre côté de la peur, de l'autre côté des « mais que vont dire les gens », de l'autre côté de cette voix qui vous dit que vous êtes trop vieille, trop fatiguée, trop dépendante pour changer. Moi, Isabelle, à 55 ans, j'ai prouvé que cette voix ment. Alors, que direz-vous aujourd'hui à cette femme qui vous regarde dans le miroir? Dans les commentaires, partagez-lui un message d'encouragement. Parce que quand nous nous soutenons mutuellement, nous devenons invincibles. La prochaine histoire que je partagerai pourrait bien être la vôtre, une histoire de transformation, de courage, de renaissance. En attendant, souvenez-vous, vous êtes plus forte que vous ne le pensez, plus précieuse que ce qu'on vous a fait croire, et il n'est jamais, jamais trop tard pour commencer à vivre votre vraie vie. Merci de m'avoir écouté. Merci de faire partie de cette communauté de femmes courageuses. À bientôt, mes chères guerrières silencieuses. Votre histoire compte, et j'ai hâte de l'entendre. Avec tout mon amour et ma force, Isabelle.